Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, avant de commencer cette revue de la presse, la chanson qui a précédé cette revue, eh bien, c'est une chanson d'Udi Davidi, Mini Colère, qui est donc consacrée à Rachel Imenu. On remercie David Amaran de nous l'avoir diffusé à l'instant, et c'est donc l'heure de la revue de la presse, on va dire un petit peu plus en avance que d'habitude, parce que la conduite de cette heure d'actualité a été quelque peu modifiée. C'est l'heure de la revue de la presse et nous commençons cette revue de la presse avec l'ensemble des quotidiens israéliens et les sites d'information qui ce matin consacrent leurs manchettes et leurs pages d'ouverture à la destruction hier par Tsahal d'un tunnel offensif du djihad islamique qui partait de la bande de Gaza et devait sortir en territoire israélien. Cette explosion a coûté la vie à 7 terroristes palestiniens, dont 2 sont des responsables de la branche armée du djihad islamique. Les journaux expliquent que l'armée israélienne dispose désormais d'une capacité technologique qui lui permet de repérer et ensuite donc de détruire tous les tunnels offensifs creusés sous son territoire. Le Yediot Aharonot consacre même plus d'une page pour nous expliquer comment les unités du génie israélien, de l'armée israélienne, repèrent ce tunnel avant même qu'il ne soit terminé, comme c'était le cas hier. Creuse ensuite dans sa direction et le font exploser à l'aide de dynamite ou d'autres produits en fonction de la situation géographique de ce tunnel. Le Yediot Aharonot appelle ce système sophistiqué le Kippat Barzel, le dôme d'acier des tunnels, et le journal souligne que l'on ne sait pas encore comment le djihad islamique qui reçoit ses ordres de Téhéran va réagir à cette destruction, mais ils indiquent que les forces de sécurité ont mis en garde la population israélienne, la population des localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza. Mais comme je vous le disais tout à l'heure en titre, au début de cette heure d'actualité, eh bien, la nuit a été relativement calme pour les habitants de ces localités et le cours normal de la vie reprend avec l'autorisation donc des forces de sécurité israéliennes. Le Israël Hayom consacre lui aussi sa manchette ce matin à ce développement et il cite en évidence le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui a déclaré hier « Nous frapperons ceux qui s'en prennent à nous ». Les commentateurs tentent d'expliquer les motivations qui ont poussé Tsahal à détruire ce tunnel pour la première fois depuis l'opération Bordure Protectrice il y a 3 ans et demi, et précisément à cette date. Pour les commentateurs de la radio israélienne ce matin, eh bien, il ne fait aucun doute que cette attaque, cette explosion, et précisément hier, est liée au fait que c'est aujourd'hui que le Hamas doit céder à l'autorité palestinienne le contrôle des postes de passage et que dans ce contexte, on a estimé au sein des forces de sécurité israéliennes que le mouvement terroriste n'oserait pas riposter à une telle attaque dans un contexte interpalestinien aussi délicat. Pour Yossi Yehoshua, dans le Yediot Aharonot, cette attaque doit être considérée comme un succès impressionnant pour 3 raisons essentielles. D'abord, sur le plan des services de renseignement qui ont déterminé précisément quand ce tunnel a commencé à être creusé et où il se trouvait dans le sous-sol israélien. Ensuite, sur le plan technologique, puisque c'est la première fois que la capacité technologique de Tsahal a prouvé son efficacité. Sur le plan opérationnel, Tsahal a détruit un tunnel qui était creusé très profondément dans son sous-sol. Pour Alex Fishman, le spécialiste militaire du Yediot Aharonot, cette attaque est aussi un examen de passage donc pour l'accord de réconciliation interpalestinien. Et si le djihad islamique, qui n'est pas lié à cet accord, décide de réagir, alors il faudra voir comment le Hamas, qui cède aujourd'hui le contrôle donc de ces postes de passage à l'autorité palestinienne, réagira. Le Israël Hayom souligne que le ministre des Finances israélien Moshe Kahlon s'est entretenu hier avec le Premier ministre palestinien Rami Abdallah à Ramallah. Il lui a répété que l'État d'Israël ne reconnaîtra pas le gouvernement d'union nationale palestinien, en tout cas pas tant que tous ses membres, tous les ministres de ce gouvernement n'aient reconnu l'État d'Israël et ne se soient dissociés de tout acte terroriste. Il a été surtout question lors de cette rencontre de règlement de problèmes économiques qui existaient entre l'État d'Israël et l'autorité palestinienne. À noter que le conseiller du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, qui est dans la région décidément assez souvent, a pris part également à cet entretien. Les sites d'information indiquent qu'après 2 jours de tension au sein de la coalition gouvernementale, Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, qui est membre éminent du foyer juif, et David Bitan, le président de la coalition, qui est lui membre du Likoud, ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Selon un accord de compromis qui a été conclu hier soir, la loi dite française qui doit accorder l'immunité pénale à un Premier ministre en exercice ne sera pas débattue par la Knesset pendant le mois prochain.
Par contre, la loi sur les recommandations, la loi des recommandations qui doit interdire aux enquêteurs de la police de publier leurs recommandations sur l'issue d'une enquête sera débattue par la commission interministérielle des lois dès dimanche. Le ministre des Finances, Moshe Carlon, a estimé hier que la loi française devait disparaître de l'ordre du jour de la Knesset dans les prochaines semaines. Les médias israéliens et les quotidiens, en particulier ceux qui sont traditionnellement hostiles à Binyamin Netanyahou et à son épouse Sarah, publient ce matin de nouvelles révélations, selon eux, dans l'affaire de la femme de chambre Shira Raban, dont on connaît désormais l'identité, qui a porté plainte la semaine dernière contre Sarah Netanyahou. L'épouse du Premier ministre est accusée, je vous le rappelle, de l'avoir maltraitée pendant le mois de septembre lorsqu'elle était à son service. Dans ces révélations, une autre femme de ménage correspond par texto avec Shira Raban sur les conditions de travail à la résidence du Premier ministre. Mais dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on affirme que ces textos ont été envoyés alors que Raban avait déjà démissionné, ce qui remet une nouvelle fois en cause l'intégrité de la femme de ménage et la pureté de ses revendications. Rappelons que l'un des responsables des relations publiques du cabinet d'avocats qui défend Shira Raban, qui est d'ailleurs le même cabinet d'avocats que celui de l'ex-intendant très controversé Meni Naftali, eh bien, ce responsable des relations publiques a proposé par hasard à cette dernière, à Shira Raban, un emploi apparemment intéressant. Et dans l'entourage du Premier ministre, on en profite pour affirmer que cela confirme qu'il y a là bel et bien une forme de machination contre l'épouse du Premier ministre. Le site NRG indique que le Parlement britannique a tenu hier une séance exceptionnelle pour célébrer le centenaire de la déclaration Balfour. Au cours de cette séance, le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson a tenu des propos particulièrement chaleureux envers l'État hébreu. Il a affirmé que la Grande-Bretagne était fière du rôle qu'elle avait joué dans la création d'une grande nation qui a accueilli des réfugiés du monde entier et leur a offert une patrie sûre, a-t-il dit. Pour Boris Johnson, l'État d'Israël est l'un des grands succès du XXe siècle et il a précisé que selon lui, la déclaration Balfour sera respectée pleinement lorsqu'un État palestinien sera créé. Les médias israéliens et les quotidiens se font l'écho de la très chaleureuse rencontre hier à Jérusalem entre Binyamin Netanyahou et son homologue australien Malcolm Turnbull. Les deux premiers ministres ont signé à l'issue de leur entretien un protocole d'accord de coopération, en particulier en matière de sécurité. Le Premier ministre australien a déclaré: le voyage a été long, mais l'accueil que vous nous avez réservé nous donne le sentiment d'être en famille à la maison. Nous avons le sentiment d'appartenir à la même famille. Nous sommes tous deux menacés par le terrorisme islamiste qui s'en prend à tous ceux qui respectent la liberté, a déclaré le Premier ministre australien. Quant à Binyamin Netanyahou, il s'est dit persuadé que l'avenir allait garantir de grandes choses pour Israël et pour l'Australie, qui sont tous deux de grandes nations développées. Je vous invite à lire ce matin dans le Haaretz l'intéressante analyse de Moshe Arens, qui fut dans les années 80 le ministre de la Défense du gouvernement d'Yitzhak Shamir et qui, à plus de 90 ans, continue à partager son expertise en matière sécuritaire dans des éditoriaux souvent pertinents dans le Haaretz. Ce, en dépit du fait qu'il s'agit là d'un véritable disciple de Zev Jabotinsky. Dans son analyse de ce matin, Moshe Arens explique pourquoi, alors que Daesh a été défait sur le terrain en Irak et en Syrie, eh bien c'est l'Iran qui sort renforcé dans cette région, en particulier après l'accord de Vienne. Attention, si vous avez l'intention de prendre le train dans les 5 prochaines journées, vous risquez d'avoir un sérieux problème. Les médias et les sites d'information indiquent qu'à partir de ce matin, c'est déjà entré en vigueur et pendant 5 jours, toutes les gares ferroviaires situées entre Binyamina au nord et Tel Aviv au sud seront fermées, ce afin de moderniser le système ferroviaire israélien qui en a bien besoin. Et qui plus est, contrairement à des situations semblables dans le passé, eh bien la compagnie des chemins de fer israéliens n'a pas l'intention de mettre pendant ces 5 journées des autobus au service des passagers. Par contre, les compagnies d'autobus, en particulier la compagnie Eged, ont décidé qu'elles allaient augmenter la fréquence de leurs lignes dans ces régions. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h35. Nous allons marquer une pause et nous allons retrouver Michel Gurfinkel qui va nous parler de la Révolution d'octobre. C'est aussi le centenaire de la Révolution d'octobre et nous parlerons en particulier du rôle des Juifs, très nombreux autour de Lénine dans cette révolution il y a 100 ans. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.